Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'école des forces armées de Zambakro, en fait, ce jeudi, la traditionnelle fête école a été marquée par la double cérémonie de baptême de la 52e promotion des élèves officiers d'active et de la remise d'épaulettes aux élèves, aux officiers. Là, le Premier ministre Patrick Achi représentait à cette cérémonie le président de la République, Alassane Ouattara. Le point de Abou Sanogo. Le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara à la fête école de l'école des forces armées de Zambakro. Une école qui a pour mission d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête marquée d'abord par le baptême des stagiaires de la 52e promotion. Au nombre de 111, dont 92 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 1 du Gabon, 2 du Sénégal et 2 du Togo, ces élèves officiers d'active étaient inconnus dans la lignée des promotions d'officiers. Pour mettre fin donc à ces statuts, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent seulement après une promotion d'élèves officiers d'active. Votre promotion s'appellera promotion Ahmed Bakayoko. Et votre parrain sera Monsieur le général de corps d'armée Philippe Bango. Maintenant consacré au vrai sens du thème élève officier d'active, le commandant de l'école des forces armées va leur confier de façon symbolique le drapeau de l'école. Chers élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, vous vous apprêtez à endosser une charge bien singulière, celle de commander des soldats dans l'exécution des missions qui vous seront confiées. Pour cela, il vous faudra apprendre votre métier et forger votre caractère de chef, conscient qu'on ne vous pardonnera ni approximation, ni indécision. Ensuite, la remise des épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Ayant achevé leurs 2 années d'études, ces élèves officiers et ceux de la 15e promotion des médecins vont être promus. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Intégrant désormais la grande famille des officiers, ils reçoivent les insignes de leur grade. Des mains du Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a rendu hommage aux parrains des 2 promotions. Si ces promotions portent leur nom, c'est en référence à leurs nombreuses qualités humaines et professionnelles auxquelles nos jeunes officiers doivent s'identifier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ce jour réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant à bâtir une armée républicaine, moderne, performante, et surtout à la hauteur des attentes des populations. Les investissements au profit de l'outil de défense depuis bientôt 10 ans, à savoir la dotation d'équipement, l'amélioration des conditions de travail, la création de nouvelles structures en passant par le recrutement des jeunes, traduisent la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de sécurité. Quant à vous, sous-lieutenant de la promotion Amadou Gon Coulibaly, l'éponyme de votre promotion vous honore et vous engage à demeurer fiers, loyaux, courageux, à l'image du lion, comme on appelait affectueusement celui dont vous aurez décidé de porter le nom. L'étape qu'ils achèvent n'est que la première d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes. Conduire les hommes, c'est le rôle de la formation qui, au-delà de son aspect proprement militaire, doit fournir les hommes et les femmes les plus aptes à saisir et à exploiter les données et la défense du pays. L'agence de notation financière Fitch donne un double B à la Côte d'Ivoire. Le pays se comporte bien. Cela signifie que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements vis-à-vis de ses bailleurs. Une notation qui va attirer plus d'investissements, selon le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui était sur le plateau du 20h ce jeudi. Suivant.
Une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leurs prêts qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible. La Côte d'Ivoire a une notoriété parce que, comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. En termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. En Afrique, le nombre de cas liés au coronavirus augmente à un rythme alarmant. Cette nouvelle menace due au variant Delta inquiète. Face à cette situation, certains pays ont décidé d'établir des mesures pour freiner les contaminations. Alexis Ouedraogo nous en parle. Mardi en Tunisie, le ministre de la Santé est limogé, accusé de mauvaise gestion de la pandémie à coronavirus. Le pays connaît un pic de contamination avec près de 18 000 morts. On a des pics énormes, hein. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Paratrachet de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients. Pénurie d'oxygène, de personnel médical, de lits de réanimation, la Tunisie est en crise sanitaire. Avec elle, des tableaux alarmants en Égypte, en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid sur le continent, 2 millions de personnes contaminées et 60 000 morts. Mais aussi le Rwanda, qui jusqu'à présent avait réussi à contenir l'épidémie. Le pays fait depuis plusieurs semaines face à une explosion de cas qui oblige les gouvernants à reconfiner la population depuis samedi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, ce qui signifie que nous ne pouvons rien vendre. Cela aura des effets négatifs, mais nous continuons à suivre les mesures préventives jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Pendant ces 10 jours, nous allons nous protéger, même si les conditions seront mauvaises. Mais nous devons accepter le confinement et nous protéger. Le confinement est nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce que cela réduira le nombre élevé de cas positifs et de décès. Et nous allons suivre les mesures préventives du gouvernement. Au Sénégal, à la veille de la Tabaski, le président Macky Sall menaçait de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas Covid. Le Sénégal a battu de nouveaux records d'infection, 50 000 cas recensés et plus de 1200 décès. Le Sénégal a battu un record incroyable au niveau de l'Afrique et donc c'est vraiment des choses à prendre en considération. Moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique et aussi quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Le pays avait jusque-là évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle.
Au Kenya, en Érythrée ou encore en RDC, le nombre de cas actifs depuis les 5 dernières semaines ont doublé. L'OMS signale que les décès liés à la maladie sur le continent ont connu une progression de 43% en moins d'une semaine. Indexée, la poussée du très contagieux variant Delta jusqu'à présent détecté dans 21 pays africains, avec des décès enregistrés en Namibie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Aujourd'hui, seulement 8 millions d'Africains ont reçu les 2 doses nécessaires à une immunité. Au sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier à Paris, les chefs d'État africains ont envisagé avec l'appui des partenaires la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Un appel réitéré à Abidjan lors du sommet de l'IDA en vue d'obtenir de nouveaux plans d'aide pour la relance économique et un meilleur accès à la vaccination. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Pour l'heure, en matière de vaccination, l'Afrique dépend du mécanisme COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Avec le pic de la pandémie en Inde, principal fournisseur de COVAX, le pays a bloqué fin mars des exportations de vaccins. Le sommet du G7 a promis 1 milliard de doses, dont seulement la moitié devrait être livrée cette année. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 25 millions de doses en Afrique. Un geste salué par l'Union africaine, mais une goutte d'eau au regard des ambitions de l'Union africaine de vacciner 20% de la population du continent d'ici la fin de l'année, puis 60% en 2022. Et puis, dans le reste de l'actualité, l'état-major des armées françaises a annoncé hier soir la mort de 2 cadres de l'État islamique au Grand Sahara, 2 hauts responsables de l'organisation terroriste abattus dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali. Après un report d'1 an, les 32e Jeux olympiques de l'ère moderne s'ouvrent à Tokyo aujourd'hui avec quelques 11 000 athlètes de 200 pays dans un contexte hors du commun. La pandémie de Covid-19 pèse en effet encore très lourd sur cet événement. Et entre la crise sanitaire et ses conséquences désastreuses, plusieurs Japonais n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous.